que la première découverte du cinéma chinois pour le grand public, c'est le film de Bruce Lee. Et maintenant, quel genre de cinéma chinois sont plus prisés à l'étranger? Le cinéma chinois s'ouvre au monde dans les années 80, au moment où la Chine s'ouvre au monde. Pourquoi ce retard? C'est avant tout, on fait un film pour le film et pas pour aller dans les festivals. Le film n'a pas pour but de plaire aux étrangers en critiquant la Chine. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Parlons-en. En 1905, dans son studio de photo à Pékin, le studio Fontaine, M. Zheng réalise un premier film, La conquête de la montagne Dune, avec un acteur vedette de l'opéra de Pékin de l'époque. Le film, projeté ensuite au Daguanlo, une maison de thé jadis transformée en salle de cinéma, a immédiatement connu un vif succès auprès du public. Le cinéma chinois est né. 110 ans après, avec une billetterie annuelle qui atteint presque les 30 milliards de yuan et avec 25 000 écrans de cinéma partout dans le pays, plus que jamais, la Chine fait son cinéma. Au printemps cette année, il y a 2 festivals importants dans le pays, le 5e Festival international du film de Pékin et le 18e Festival international du film de Shanghai. C'est donc l'occasion pour nous de parler un peu de cinéma dans Parlons-en. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau 2 invités, 2 grands cinéphiles, Madame Isabelle Glachan et Monsieur Steve René. Isabelle Glachan, vous vous lancez dans la production des films en collaborant avec de nombreux cinéastes chinois comme Lou Ye ou Wang Xiaoshuai, dont le dernier, Red Amnesia, que le public chinois peut voir en salle à partir de fin avril. Aujourd'hui, vous représentez aussi Unifrance pour promouvoir le cinéma français en Chine. Steve René, vous avez travaillé comme chargé de mission pour Unifrance. En 2009, vous rencontrez le réalisateur Philippe Mouil et avec votre épouse Ning, vous produisez ensemble son dernier long métrage, Le Promeneur d'oiseaux, 2e coproduction officielle franco-chinoise après le film 11 fleurs de Wang Xiaoshuai. Bonjour, bienvenue dans Parlons-en. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors, Isabelle, quand on regarde votre parcours, il est intimement lié au cinéma, et notamment au cinéma chinois. Pour commencer, je voudrais vous demander pourquoi cet amour pour le cinéma et surtout cette passion pour le cinéma chinois en particulier. Pourquoi le cinéma? Je ne sais pas, je pense que c'est le cinéma qui m'a choisi, je pourrais presque dire. J'allais au cinéma petite souvent. Et donc assez rapidement, quand il a été question de choisir une profession, quelque chose à faire, je me suis dit que je voulais faire quelque chose que j'aimais. Et donc j'ai décidé de faire quelque chose en lien avec le cinéma. Je ne savais pas encore quoi. Et il se trouve qu'en fait, ma relation à la Chine a été très vite liée au cinéma. J'avais décidé de partir loin de la France, d'aller voir un peu comment était la Chine. Et par hasard, en fait, je me suis retrouvée au Festival international du film de Hong Kong. Et j'y ai vu pour la première fois des films chinois, ou presque chinois. En fait, c'était un film de Jackie Chan. Ma première expérience était un film de Jackie Chan. Et je suis tombée amoureuse de ce cinéma différent. Et Hong Kong, progressivement, m'a amenée à la Chine continentale. Et du coup, j'ai décidé de mêler 2 passions que j'avais, qui étaient à la fois la Chine, que je trouvais un pays fascinant, et le cinéma. Et vous, Steve? Alors, moi, je suis tombé amoureux du cinéma quand j'étais tout petit, en tant que cinéphile. Et j'avais au fond de moi très envie de faire des études de cinéma, mais ce n'était pas du goût de mes parents. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers des études juridiques. J'ai essayé de faire du droit pour devenir avocat. Et je me suis vite rendu compte que ce n'était pas du tout fait pour moi. Et moi, j'ai fait mon DUG en province à Rouen et je suis parti à Paris dans une université qui s'appelle Paris 2, qui est une université prestigieuse. Et j'ai bien fait d'avoir envie d'y aller parce que ça m'a vraiment fait comprendre que je n'étais pas du tout fait pour le droit. Et en plus, cette université se situe dans le 6e arrondissement où il y a une concentration incroyable de cinéma à Paris. Dans le quartier latin. Montparnasse, le Lucernaire, qui est une super salle d'arrêt d'essai. Et du coup, j'ai passé plus de temps dans ces salles que sur les bancs de la fac de droit. Donc voilà, et puis un jour, j'étais un peu perdu et je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, bon, je vais voyager en Asie. Et lors de ce voyage, je suis passé par la Chine, voir un ami qui travaillait à l'époque à l'ambassade de France. Et je me suis dit, je vais revenir pour tenter quelque chose ici. Et voilà, de fil en aiguille, des rencontres. Mon épouse, qui était une ancienne comédienne. J'ai rencontré aussi des personnes qui travaillaient dans le cinéma. Et voilà, le hasard a fait que
on s'est lancé dans la production d'un long métrage. Je me souviens quand j'étais à Paris, il y a eu un engouement massif, mais alors pas de cinéphiles ou de fans de la Chine ou les amoureux de la Chine, mais juste le grand public français. C'était au moment de la sortie du Tigre et Dragon de Han Lee. C'est un film d'arts martiaux. C'est un genre très particulier, c'est un genre classique, assez codé. Han Lee revisite, et c'est un film qui est sorti en 2000, dont le public découvre à ce moment-là. Et pourtant, la Chine fait ce genre de film depuis les années 20 dans ses studios de Shanghai, et puis plus tard dans ses studios à Hong Kong. Donc, Mais en fait, ça c'est sans doute parce que, de fait de votre âge, oui. vous n'étiez pas là au moment de Bruce Lee. Je pense que la première découverte du cinéma chinois pour le grand public, c'est les films de Bruce Lee. Le film de Kung Fu. Les films de Bruce Lee, il y a des cinémas à Paris qui ne passaient que des films d'arts martiaux à cette époque-là. Il y a eu un engouement absolument incroyable. De ce que me raconte ma mère, puisque quand moi je suis rentrée en lui disant Jackie Chan, c'est incroyable, elle m'a dit comment tu connais pas, mais il y a encore mieux, il y a Bruce Lee. Mais je pense qu'effectivement, Tigre et Dragon, c'est ça, c'est-à-dire que c'est d'un seul coup le grand public découvre le côté divertissement, accessible, joyeux du cinéma d'inspiration chinoise. Aux yeux des Occidentaux, le cinéma chinois est synonyme de Kung Fu, des arts martiaux. Et maintenant, quel genre de cinéma chinois sont plus prisés à l'étranger? Le cinéma américain, le cinéma d'action même européen, s'inspire maintenant beaucoup du cinéma d'arts martiaux. C'est-à-dire que les grands maîtres qui ont fait les films d'arts martiaux se retrouvent à faire Matrix. Donc finalement, il y a une inspiration très forte, mais les gens ne vont pas forcément voir les films d'arts martiaux. Donc il y a tout un courant assez fort avec Wong Kar-wai, comme disait Steve, qui est un cinéma à la fois plus artistique, mais en même temps très accessible. Je ne sais pas comment on peut définir le cinéma de Wong Kar-wai. C'est pas que du cinéma d'auteur. C'est des grandes histoires d'amour. C'est les films de Zhang Yimou. Ils y vont pour la beauté. Je crois que ça va avec un petit côté exotique. C'est-à-dire, ce sont de superbes comédiennes. Ce sont des robes magnifiques. Ça va avec la beauté, des couleurs, des paysages. Il y a ça. L'exotisme, et puis aussi, vous parlez du cinéma de Wong Kar-wai, de Zhang Yimou, c'est un cinéma très esthétisé. Et justement, alors, pour vous, qu'est-ce que vous aimez comme cinéma chinois? Le cinéma d'arts martiaux. Après, il y a le cinéma plus qui traite la Chine traditionnelle, la Chine rurale. La 5e génération traite beaucoup en fait de la Chine rurale. Et aussi la Chine urbaine, la Chine en plein bouleversement, en développement urbain. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Ce serait Steve. Moi, je suis assez fan du cinéma de Chia Zhang-ke quand même. Et pour en revenir à ce qu'Isabelle disait par rapport au public qui existe français en France, je suis surpris et ravi d'ailleurs de constater que ces films, lors de leur sortie en salle française, fonctionnent plutôt très bien, parce que je crois que Touch of Sin, son dernier film, a dépassé les 200 000 entrées. Son précédent film, qui était sorti en France, peut-être qu'il y a eu, après Still Life, il y avait eu aussi un documentaire, je ne sais pas s'il est sorti en salle en France, mais c'est quand même, il y a quand même du coup un public français qui est prêt à voir ce genre de film, qui n'est vraiment pas un cinéma quand même très grand public. Et vous, Isabelle, quel est le cinéma chinois que vous aimez? Moi, j'aime les cinémas de réalisateurs. C'est généralement un point de vue, une vision qui m'intéresse, que le film soit un film de divertissement, un film populaire ou un petit film. Donc ça va avec des réalisateurs tels que ce que dit Steve, Chia Zhang-ke, Lo Ye, Wang Xiaoshuai. Dans les films dernièrement qui sont sortis ici, ou que j'ai trouvé vraiment intéressants, il y a Black Hole, par exemple, Black Hole in Ice, qui était Ours d'or à Berlin. Après, parfois pour moi c'est plus compliqué de dire, parce qu'il y a certains films où je suis impliquée artistiquement. Donc après j'ai l'impression de dire que ce que j'ai fait était formidable. Mais Red Amnesia, le film de Wang Xiaoshuai, je trouve ça vraiment formidable. Alors cette année, il y a un forum de discussion organisé en fait pendant le Festival international du film de Pékin. Et un des thèmes principaux, c'est un cinéma chinois qui est tourné vers le monde.
Donc, du coup, on se dit, mais le cinéma chinois, il est tourné vers le monde depuis longtemps, en fait, depuis quelques années, parce qu'il y a eu la 5e génération, ces réalisateurs qui sont nés en général dans les années 50, formés à l'Académie du cinéma de Pékin et qui font des films dans les années 80. Les festivals internationaux les connaissent très bien. Depuis les années 80, on a, par exemple, La Terre jaune de Chiang Kai-ke, le réalisateur, en fait, qui, je crois que d'ailleurs c'est par ce film que l'Occident connaît le cinéma chinois contemporain, si je puis dire. C'est lors du Festival international de films à Hong Kong. Et puis après, on peut presque dire, depuis ce festival, en 84, c'est quelques années de l'âge d'or de la 5e génération avec Zhang Yimou, qui est à Venise, à Cannes, à Berlin, avec Le Sorgho rouge, et Chiu Ju, une femme chinoise, épouse et concubine. Et puis après, Chiang Kai-ke, qui obtient la Palme d'Or en 93, le magnifique Adieu ma concubine. Donc voilà. Ça, Isabelle pourra vous en parler, parce que je crois Oui, que c'était un de mes c'est un de premières vos rencontres. films préférés? Non. Mais tu J'étais à Cannes. tu cette étais à année-là. Cannes avec... À ce moment-là, J'étais à Cannes cette année-là, je travaillais pour Canal+. On avait une émission de cinéma. Et je sais que je devais partir, en fait c'était le dernier jour, je ne devais pas rester pour la clôture. Et d'un seul coup dans l'émission, tout le monde est venu me voir en disant « Oh, on a un problème Isabelle, il y a un film chinois qui a gagné, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que ce film, faut que tu nous donnes des informations. » Je disais bah, « Chiang Kai-ke quand même, c'est un peu, on ne sait pas, c'était pas prévu. » Ils n'avaient pas prévu que le cinéma chinois pouvait arriver à gagner aussi, une palme. Ouais. C'était assez exceptionnel puisqu'en plus c'était une palme ex aequo avec Jane Campion, la leçon de piano. Donc elle était assez identifiée. C'est vrai que le cinéma chinois, il y avait un côté petit cinéma et comment le cinéma chinois pouvait arriver là. C'était la surprise générale. C'était la surprise, mais parce qu'en même temps, le système de production à ce moment-là en Chine fait que ces films-là sont des exceptions. C'est pas le cinéma chinois dans son ensemble qui s'exporte à ce moment-là. C'est des auteurs, c'est des films, c'est des œuvres. Donc chaque œuvre est assez exceptionnelle. Chacun est surpris, sauf ceux qui sont spécialistes, entre guillemets. Il y a des festivals à ce moment-là, le festival de Nantes en France. Le Festival des Trois Continents. Le Festival des Trois Continents à Nantes, qui fait un long travail avec ces cinéastes pour les présenter, pour les défendre. Mais il y a encore peu de festivals qui les met en avant. Alors que maintenant, l'industrie a changé. Il n'y a plus l'obligation que ce soit des studios d'État qui produisent, il y a des sociétés privées. Et il y a une volonté d'industrie, comme on peut parler d'industrie culturelle, la volonté de faire des œuvres pour qu'elles circulent, qu'elles soient vendues et qu'elles rapportent de l'argent. Il y a une volonté politique qui avait moins à cette époque-là, où les réalisateurs, quand ils voyageaient, ils n'étaient pas forcément soutenus par les pouvoirs publics dans leur volonté de promouvoir la Chine aussi. C'est justement, selon vous, c'est pour cela, justement, on vous posait la question, pourquoi ce retard ? Pourquoi l'Occident découvre le cinéma chinois aussi tardivement? En 1994, donc personne ne connaissait Chiang Kai-ke à Cannes. Parce que la Chine a été fermée pendant très longtemps. Oui. Pendant très longtemps, la communication et les échanges dans le domaine du cinéma avec la Chine étaient très limités. Il y a quelques films étrangers qui passaient ici, essentiellement des films qui venaient des pays amis, c'est-à-dire essentiellement l'Europe de l'Est, des films soviétiques, des films polonais, des films... Il n'y avait pas tant de films français que ça, par exemple. Il y a quelques grandes personnalités qui sont venues, notamment Gérard Philippe, qui avait fait un long voyage. Mais c'était des voyages qui n'étaient pas que dans un cadre culturel. Quelque part, ils avaient une tonalité très politique aussi. C'est-à-dire que de venir en Chine... Il fallait venir en Chine. Il fallait venir parce que la Chine... Les Chinois ne voyageaient pas beaucoup. Et donc, le meilleur moyen de rencontrer la Chine, c'était de venir jusqu'ici. Donc, Joris Ivens, Marceline Loridan, Gérard Philippe l'ont fait. Mais ils l'ont fait aussi parce qu'ils étaient intéressés par ce qui se passait politiquement et historiquement à ce moment-là dans le pays. Donc le cinéma chinois s'ouvre au monde dans les années 80, au moment où la Chine s'ouvre au monde. Et c'est le moment où il y a des œuvres très différentes qui sortent. Alors c'est vrai qu'on aurait pu voir plutôt des œuvres de qualité telles que sont les films de Fémou ou des grands auteurs du cinéma chinois des années 30 et 40 qui sont des œuvres magnifiques. Et autant en Occident on découvre le cinéma japonais assez tôt, autant des pays tels que la Chine, la Corée, c'est des pays dont on n'a pas vu les films à cette époque-là.
Parmi les réalisateurs de la 5e génération, quel réalisateur que vous aimez le plus, vous connaissez le mieux? C'est-à-dire, vous voulez que je me fâche tout de suite avec... Alors... non, alors je ne dirais pas des réalisateurs parce que je pense qu'ils sont, Des films. ils sont essentiels. C'est-à-dire que sans ces réalisateurs-là, sans Zhang Yimou, sans Chen Kaige, sans Tian Zhuangzhuang, il n'y aurait pas eu le cinéma chinois qu'il y a eu après, il n'y aurait pas le cinéma chinois qu'il y a aujourd'hui. C'est des gens qui ont fait un travail incroyable. Qu'est-ce qui distingue ce style de ces réalisateurs entre eux, mais aussi par rapport à d'autres grands metteurs en scène étrangers? C'est super difficile comme question. Je pense qu'il y a un point commun quand même pour tous ces cinéastes de la 5e génération, c'est la Chine rurale. Moi, je pense à tous les films que j'ai vus de Zhang Yimou, de Chen Kaige. Ils s'intéressent quand même beaucoup à ce qui se passe justement à la campagne. Là, en fait, la vie de ces petites gens. C'est la génération des réalisateurs qui étaient dans les campagnes au moment de la Révolution culturelle. Oui, c'est ce qui les a marqués. Et la génération d'après, la 6e génération, elle était dans les villes, elle a découvert un autre mouvement, c'est-à-dire un moment où la jeunesse s'est levée et a été dans les rues. Et donc eux, ils ont fait une nouvelle vague un peu, c'est la liberté de la caméra et de filmer dans les rues les gens, mais les gens qui sont cachés, les gens qu'on n'est pas censé voir. C'est un petit peu ça la différence de la 5e et de la 6e. C'est en ça que je trouve c'est passionnant le cinéma chinois, c'est que c'est complètement le reflet, un miroir de la société, de l'évolution de la société. On peut peut-être regarder tout de suite quelques extraits de films de ces réalisateurs de la 5e génération qui ont fait aimer le cinéma chinois à beaucoup d'entre nous. 翠娇，我一定再来。 我信了。把你的小本本拿出来，顾大哥。中级人民法院已经依法把王善堂行政拘留16天。拘留了？就是让公安局抓走。抓走？我就是要个说法嘛，我就没让他抓人，他咋把人抓走了呢？ 师哥，我要让你跟我，不对，就让我跟你好好唱一辈子戏，不行吗？ Personnellement, quel est ou quels sont les films que vous aimez le plus? Mon film préféré de Zhang Yimou, c'est Chuju, l'histoire de Chuju. Je trouve que c'est un film magnifique. Parce qu'il est extrêmement vrai. Il expliquait que pendant le tournage, il était caché, et que, de façon à ce qu'on ne voit pas les caméras, et il plaçait Gong Li au milieu des paysans du village, et que les gens dans la ville ne se rendaient pas compte réellement de ce qu'il filmait. C'est tellement vrai, c'est une image
magnifique. J'étais presque sûr que vous alliez choisir ce film parce que justement, je trouve que ce film de Zhang Yimou est en train de passer au style un peu de la sixième génération. Ouais. Avant, c'est plutôt des grands spectacles, enfin, au niveau d'image, au niveau de l'histoire aussi, c'est presque des... Et là, c'est très social, en fait. Même comment c'était filmé, comment Gong Li, en fait, préparait le rôle. C'est très style de la sixième génération chez le réalisateur de la cinquième. Ces films, ils se font connaître un peu dans les festivals internationaux, à Venise, à Cannes, à Berlin. Donc le festival, en général, est très important pour apporter une visibilité au film, surtout à ces cinéastes qui étaient à l'époque pas du tout connus à l'étranger. Donc, l'Europe et les trois grands festivals, les trois plus grands festivals au monde, que sont Cannes, Venise et Berlin, sont l'endroit où les grands auteurs du monde entier, pas que les auteurs chinois, sont reconnus, sont défendus et existent. C'est parce que ces trois festivals les mettent en valeur, très souvent, qu'ils sont enfin reconnus chez eux. Parce que c'est un endroit où sont réunis à la fois les critiques du monde entier, les journalistes du monde entier, donc les spécialistes, les distributeurs, ceux qui vont acheter, ceux qui vont donner la place sur leurs écrans à ces cinémas du monde entier, et un peu de public. Généralement, dans ces festivals, il n'y a pas forcément beaucoup de public. Ce n'est pas la partie la plus importante. C'est surtout que ce soit un regroupement de l'industrie. Et d'un seul coup, le fait de valoriser ce réalisateur-là ou ce film-là fait que l'industrie internationale, dans son ensemble, va l'accueillir en son sein et va le défendre localement. Et c'est parce que ces films-là sont distribués en France, en Italie, en Angleterre, que le réalisateur va pouvoir exister aussi. Et justement, Steve, vous avez fait le film Le Promeneur d'oiseaux. Moi, je suis un intrus parce que j'ai fait un film avec un réalisateur français, donc c'est difficile de savoir est-ce que ce film est chinois ou français. Enfin, ça a été assez compliqué de... Vous avez essayé les festivals ? Oui, le film a fait pas mal de festivals. Bon, il n'est pas allé dans les grands festivals de catégorie A que sont Cannes, Venise et Berlin, mais il a quand même beaucoup voyagé. Là, de revoir tous ces films, c'est assez impressionnant, parce que moi, je ne les ai pas tous vus, malheureusement, mais voilà, c'est ce que je voulais dire après la bande-annonce, c'est que c'était du grand cinéma, quoi. Et je trouve que malheureusement, de ce que je vois du cinéma chinois aujourd'hui, on a un peu quand même pas mal perdu de ça. Il reste encore des auteurs, mais qui ont de plus en plus de mal à faire leurs films, qui trouvent difficilement de l'argent pour les financer. Et comme le disait Isabelle, voilà, faut vraiment que la Chine, que l'industrie du cinéma en Chine fasse en sorte ne choisisse pas ces scénarios pour aller dans les festivals, mais fasse les plus beaux films possibles pour retourner dans ces grands festivals. Il y a des films chinois qui sortent directement en France sans passer par les festivals. Les films de Tsui Hark n'ont pas besoin des festivals pour sortir. C'est des films qui sont identifiés. Ils ont un public assez établi qui est lié au cinéma d'action, au cinéma de kung-fu, au cinéma d'arts martiaux. Donc c'est un cinéma beaucoup plus, qui est plus facile d'accès pour le grand public. Le public est déjà demandeur. Enfin, il n'y a pas besoin de leur expliquer. On a besoin vaguement de leur expliquer si cette fois ça se passe dans la Chine antique ou si c'est à Hong Kong aujourd'hui. Mais le public est là. Il n'a pas besoin que la critique soutienne le film. Les autres réalisateurs, et donc en fait c'est une très grande partie du cinéma chinois, comme c'est une très grande partie de nos productions, le cinéma chinois a la particularité de ne pas être en anglais, comme le cinéma français n'est pas en anglais. Et donc une fois que le cinéma chinois, y compris les grandes productions commerciales, passe la frontière de la Chine, ça devient un film d'art et d'essai parce qu'il va avoir besoin de sous-titres. Beaucoup de pays qui défendent et qui voient des films chinois sont des pays qui ne doublent pas. Ce sont des pays où on va mettre du sous-titre. Et donc, vous avez des comédiens qui sont extrêmement connus ici, mais qui ne sont pas du tout connus en dehors des frontières de la Chine. Et vous avez une langue qui, ici, est une langue normale, et d'un seul coup, qui devient une langue très difficile, on ne comprend rien, il faut des sous-titres. Donc, ces films-là, du coup, ont besoin d'une plateforme de promotion, d'explication, que sont les festivals. Et justement, alors, pour aller dans ces festivals, quel est le rôle du producteur? Parce qu'en général, vous parliez de la barrière de la langue pour le public, mais aussi la barrière de la langue pour ces cinéastes-là qui, en général, ne parlent pas l'anglais ou le français. Par exemple, moi, j'ai vu une interview de vous parliez de votre place de femme productrice parmi tous ces cinéastes chinois qui sont en général des hommes et qui ne parlent pas l'anglais. Et vous dites, alors je ne suis ni riche, ni
la femme de ces messieurs, j'aime juste le cinéma et je suis là pour les accompagner. Alors, comment vous les accompagnez à sortir des frontières et aller dans les festivals, à rencontrer leur public, à rencontrer les diffuseurs qui leur permettent de rencontrer un public à l'étranger? La première chose que je dis à des nouveaux réalisateurs avec lesquels je travaille, pas ceux avec lesquels je travaille déjà, c'est avant tout on fait un film pour le film et pas pour aller dans les festivals. Si le film est bon, si on a réussi le projet qu'on voulait faire, c'est-à-dire qu'en fait le film parle à des spectateurs, à ce moment-là, le film ira dans des festivals, il sera distribué et il aura un public. Mais la première chose, c'est d'abord de faire le film pour le film, sans penser est-ce que le film va aller dans un petit festival, dans un grand festival. Déjà de faire le film. C'est la partie la plus importante, parce que parfois, sur des réalisateurs tels que les réalisateurs de la 6e génération, on les accuse ici en Chine de faire des films pour les festivals. Donc, est-ce que c'est le cas? C'est pas le cas. C'est parce que ça va d'une non-compréhension peut-être de ce que c'est que le cinéma d'art et essai. Le cinéma d'art et essai est un cinéma à la première personne. Et à la première personne qui va se poser la question d'un problème de société ou d'un problème dans la société. Et c'est parce qu'on fait face à ce problème, quel qu'il soit, ça peut être un problème de qu'est-ce que le cancer aujourd'hui, qu'est-ce que le viol ou qu'est-ce qu'une famille qui a trop d'enfants, c'est par ce regard extrêmement personnel que le public va être intéressé à découvrir la Chine, mais découvrir aussi ce réalisateur et ses personnages. Et donc, le film n'a pas pour but de plaire aux étrangers en critiquant la Chine, tout comme le cinéma français, par exemple, qui est un des pays qui a le plus de production de films d'art et essai, en permanence se pose des problèmes sur la société française et critique, analyse, étudie à la loupe comment fonctionne cette société. Mais le but n'est pas de plaire à d'autres gens en faisant ça, c'est que c'est la seule façon pour ces réalisateurs-là de comprendre le pays dans lequel ils vivent. C'est d'analyser, c'est comme un scientifique en fait. C'est le rôle du producteur au début du projet d'avoir une idée du potentiel du film. Est-ce que le film est fait pour un public local ou est-ce qu'il est fait pour plus, est-ce qu'il est fait pour l'Asie, est-ce qu'il est fait pour le monde? Tous les films ne sont pas faits pour les mêmes publics et avec le même potentiel. C'est vrai qu'a priori, si c'est moi qui produis, je vais y mettre une touche européenne que ne mettra pas un producteur chinois. Donc après, il faut aller avec la logique à la fois de ce qu'on veut et de ce qu'on pense que peut faire le film. C'est comme avoir un enfant et penser que votre enfant est plutôt scientifique ou qu'il est plutôt littéraire. S'il est littéraire, n'essayez pas de le faire rentrer dans un cursus scientifique, il n'y arrivera pas. Donc d'abord, c'est d'être assez objectif sur quel est le potentiel du film, qui n'est pas la même chose de ce que veut le réalisateur. Parce qu'il est fort probable, comme tous les réalisateurs du monde, que le réalisateur veuille être en compétition à Cannes et gagner la Palme. Jusqu'à présent, il y a très peu d'élus. Chaque année, il y en a un. C'est assez difficile et il y a peu de chance. C'est important que les réalisateurs rêvent. C'est important qu'ils aient des ambitions, des projets qui voient loin et haut. Ça leur permet de dépasser leurs limites. Mais c'est à la production et donc aux producteurs ou parfois aux vendeurs internationaux, les gens qui sont partenaires sur l'exploitation et sur la vie après que va avoir le film en dehors de la Chine, eux, d'avoir une stratégie. La stratégie, ce n'est pas aux réalisateurs d'avoir la stratégie à l'international sur le film. C'est important qu'ils rêvent, parce que s'ils ne rêvaient pas, s'ils n'ont pas des idées plein la tête et s'ils n'ont pas des idées qui sont encore plus incroyables que ce qu'on pourrait penser, ils ne feraient pas les films qu'ils font. Donc on a besoin de ça, c'est le cœur, c'est la matière créatrice du film. C'est ça qui leur permet d'avancer, je pense. Merci. Merci à vous de venir justement parler du cinéma qui voudrait sortir des frontières. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est ainsi que se termine ce numéro de Parlons-en. Merci de nous suivre sur CCTV Français tous les samedis pour Parlons-en. À la prochaine. 多少人爱你一流荧幕的风采，多少人爱你一世独立的姿态，你永远的童真，赤子的期待，孤芳自赏的无奈。谁明白你细心隐藏的悲哀？谁了解你褪色脸上的？
Pour moi, le secret du bonheur se trouve dans le partage des belles choses. J'aime la vie. Mon travail, c'est une vocation, une curiosité de tous les instants, l'envie de tout savoir, de tout connaître. J'aime mon travail. J'aime la nature. Elle m'apporte sagesse et repos de l'âme. J'aime le sport car il me donne plus de force et de discipline. Je tombe, je me relève et j'essaie encore. La force ne provient pas uniquement du physique, elle est aussi mentale et spirituelle. Le sport, c'est la vie.